J'avais 67 ans quand j'ai enfin compris que la liberté n'a pas d'âge, mais elle avait un prix que j'avais payé en sang et en larmes 53 ans plus tôt. Abonnez-vous s'il vous plaît, car cette histoire pourrait sauver une vie, peut-être même la vôtre. Laissez-moi vous ramener en 1957, dans les champs de coton de l'Alabama rural, où ma vie s'est brisée un matin de septembre. J'étais l'aîné de cet enfant, et nos mains étaient tachées de terre avant même que nos rêves puissent prendre racine. Papa regardait nos doigts agiles dans les champs comme s'il calculait notre valeur marchande. Ce qu'il faisait, en réalité. Le soleil se levait à peine quand il m'a appelé près du porche ce matin-là. Ses bottes de travail craquaient sur les planches pourries, et j'entendais maman remuer la bouillie de maïs dans la cuisine. L'odeur du bacon grillé flottait dans l'air, mélangée à celle de la terre humide et des magnolias. Mais quelque chose clochait dans son regard. Il évitait mes yeux comme s'il regardait déjà au-delà de moi, vers un avenir où je n'existais plus. « Sarah, dit-il, sa voix aussi sèche que les feuilles de tabac dans la grange. Tu vas te marier. » Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits. J'avais 14 ans. Mes seins commençaient à peine à pointer sous ma robe de coton délavée, mes hanches étaient encore celles d'une enfant, et mes rêves étaient remplis d'écoles dans de grandes villes, de robes neuves, et de nuits où je ne m'endormirais pas avec la faim au ventre. « Papa, non. » ai-je murmuré, mais il avait déjà tourné le dos. Monsieur Harwick possédait la moitié du comté. À 62 ans, il était veuf depuis 2 ans, et ses terres s'étendaient jusqu'à l'horizon comme un royaume de coton et de maïs. Les gens baissaient la tête quand sa Cadillac noire traversait les chemins de terre. Papa devait de l'argent, beaucoup d'argent, et j'étais apparemment devenu la monnaie d'échange. 3 semaines plus tard, j'étais dans cette même Cadillac, ma petite valise en carton sur les genoux, regardant disparaître la seule maison que j'avais jamais connue. Maman pleurait sur le perron, et mes frères et sœurs agitaient leurs petites mains comme si c'était un départ joyeux. Ils ne comprenaient pas. Comment auraient-ils pu? La maison Harwick se dressait devant moi comme un monument à tout ce que je ne serais jamais libre. 2 étages de briques rouges, des colonnes blanches qui soutenaient un porche assez grand pour contenir toute ma famille, et des fenêtres si nombreuses qu'elles semblaient me regarder comme autant d'yeux accusateurs. C'était beau d'une beauté qui me terrifiait, car je savais instinctivement qu'elle ne m'appartiendrait jamais vraiment. Dès le premier soir, M. Harwick a établi les règles. Sa main s'abattait sur ma joue au moindre regard de travers, sa voix tonnait dans les couloirs quand je ne répondais pas assez vite, et ses visites nocturnes, je préfère ne pas m'attarder sur ces moments-là. Disons simplement que j'ai appris très vite que mon corps ne m'appartenait plus. Les mois ont passé dans un brouillard de peur et de résignation forcée. J'errais dans cette grande maison comme un fantôme, touchant à peine aux meubles de peur de les salir, parlant si peu que ma propre voix me surprenait quand elle résonnait dans le silence. Les miroirs me renvoyaient l'image d'une fille qui vieillissait trop vite, dont les yeux perdaient leur éclat jour après jour. Puis est arrivée Ruby. Ruby était la femme de ménage, une femme noire aux mains douces et aux yeux pleins de compassion qui avait survécu à ses propres épreuves. Elle me regardait avec une compréhension qui me faisait pleurer, les seules larmes que je me permettais encore. Un après-midi, alors que M. Harwick était parti à Montgomery pour affaires, elle s'est assise près de moi dans la cuisine et a posé sa main sur la mienne. « Petite fille, a-t-elle murmuré, tu n'es pas obligée de mourir ici. » Ces mots ont résonné en moi comme un réveil dans la nuit. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose remuer en moi, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. C'est Ruby qui m'a appris que j'étais enceinte avant même que je comprenne les changements dans mon corps. Elle a vu mes nausées matinales, remarqué comment mes robes se tendaient, et un matin, elle m'a simplement dit « Il y a un bébé qui grandit en toi. » L'espace d'un instant, j'ai senti quelque chose comme de la joie. Un bébé. Une part de moi qui serait vraiment mienne. Quelqu'un à aimer sans condition, quelqu'un qui pourrait peut-être donner un sens à toute cette souffrance. Mais M. Harwick n'était pas content. Un bébé signifiait des responsabilités, des dépenses, et surtout, moins d'attention focalisée sur lui. Quand mon frère aîné, Thomas, a osé venir me rendre visite un dimanche après-midi, le premier contact avec ma famille depuis mon mariage,
Monsieur Hardwick est entré dans une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Personne ne vient dans ma maison sans permission, a-t-il hurlé, sa ceinture déjà à la main. Les coups ont plu. Sur mon dos, mes bras, mon ventre. Ruby criait depuis la cuisine, Thomas tentait d'intervenir, mais Monsieur Hardwick était dans un état de fureur animale. Quand c'est terminé, j'étais recroquevillé sur le sol du salon, du sang coulant entre mes jambes, et je savais que mon bébé était parti. Cette nuit-là, Ruby est restée avec moi. Elle m'a aidé à nettoyer le sang, à changer les draps et à murmurer des prières que je n'arrivais pas à comprendre. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau, de la détermination. « Il faut partir », a-t-elle dit simplement. Son frère Samuel travaillait pour une compagnie de transport. Il connaissait les routes, les horaires des bus, les endroits où une jeune fille pouvait disparaître et recommencer sa vie. Pendant des semaines, Ruby et moi avons planifié. Elle cachait de petites sommes d'argent qu'elle empruntait au budget de la maison, mémorisait les habitudes de voyage de Monsieur Hardwick, et Samuel dessinait des cartes sur des morceaux de papier que nous brûlions immédiatement après les avoir étudiés. Le moment est arrivé un mardi pluvieux de novembre. Monsieur Hardwick était parti à Mobile pour une vente aux enchères de terre qui devait durer 3 jours. Ruby avait préparé un sac avec mes quelques affaires, des provisions et tout l'argent qu'elle avait pu rassembler. Dans le bureau de Monsieur Hardwick, ses billets étaient soigneusement rangés dans un tiroir qu'il croyait verrouillé. J'ai pris juste assez pour le voyage, je ne voulais pas être une voleuse, juste une survivante. La pluie tambourinait contre les fenêtres quand Samuel est arrivé avec son camion. Pas de phare, le moteur au ralenti, comme prévu. Ruby m'a serré dans ses bras si fort que j'ai cru qu'elle ne me laisserait jamais partir. « Tu es plus forte que tu ne le crois », m'a-t-elle chuchoté. « Maintenant va le prouver au monde. » Birmingham sous la pluie ressemblait à un rêve gris et flou. Samuel m'a déposé à la gare routière avec ma petite valise et un collier de perles que j'avais emprunté, le seul objet de valeur que je possédais désormais. Le bus pour Nashville partait dans 1 heure. J'ai acheté mon billet avec des mains tremblantes et me suis assise dans un coin, priant pour que personne ne remarque la jeune fille aux yeux rouges qui fuyait sa vie. Nashville, c'était l'Amérique que je n'avais vue qu'au cinéma. Des buildings qui touchaient le ciel, des voitures partout, des gens qui marchaient vite avec des expressions déterminées. J'avais 15 ans maintenant, mais j'avais menti en disant 18 pour obtenir un entretien à la compagnie téléphonique. Mon accent du sud profond me trahissait, mes vêtements criaient ma pauvreté, mais quelque chose dans mes yeux, peut-être cette détermination que Ruby y avait vue, a convaincu M. Peterson de me donner une chance. « Tu commences lundi comme aide-archiviste » a-t-il dit. « Ne me fais pas regretter. » La pension de Madame Crawford accueillait des jeunes femmes respectables pour 3 $ par semaine. Ma chambre était minuscule, juste assez de place pour un lit étroit, une commode et une chaise, mais elle était mienne. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace où personne ne pouvait entrer sans permission, où mes affaires m'appartenaient vraiment, où je pouvais fermer la porte et simplement respirer. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Apprendre le travail, naviguer dans la grande ville, économiser chaque penny pour pouvoir manger et payer ma chambre. Mes collègues me regardaient avec curiosité, cette fille du Sud aux manières timides qui sursautait quand on lui parlait trop fort. Mais j'apprenais. J'observais. J'absorbais tout comme une éponge. Le soir, je suivais des cours pour obtenir mon diplôme d'études secondaires. Les livres devenaient mes compagnons, les mots mes armes contre l'ignorance qu'on avait voulu me faire porter comme une chaîne. Chaque page tournée était un pas de plus loin de cette fille terrorisée que j'avais été. Les années ont passé. J'ai gravi les échelons à la compagnie téléphonique, d'abord archiviste, puis secrétaire, puis assistante administrative. J'ai appris à taper à la machine, à tenir des livres de compte, à parler aux clients avec assurance. Mes collègues ont cessé de me voir comme la petite paysanne craintive et ont commencé à respecter mon travail. Un jour, une lettre est arrivée de l'Alabama. Papa était mort d'une crise cardiaque dans les champs de coton. Monsieur Hardwick avait obtenu l'annulation de notre mariage. Apparemment, mon âge au moment de la cérémonie rendait l'union illégale. Ironiquement,
ce qui avait été mon cauchemar était devenu ma libération légale. Thomas, mon frère, était venu à Nashville pour me voir. Il avait 25 ans maintenant, marié, père de 2 enfants, et il me regardait comme si j'étais revenu d'entre les morts. « Sarah, a-t-il dit, tu as l'air libre. » C'était le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. 10 ans après mon évasion, j'ai rencontré William dans un café près de mon bureau. Ingénieur en électricité, veuf lui aussi, mais d'une manière si différente de M. Hardwick que c'était comme comparer le jour et la nuit. William me demandait mon avis, respectait mes silences, et quand il m'a proposé le mariage après 2 ans de cours patiente, il a attendu ma réponse sans pression. « Oui », ai-je dit, et pour la première fois, ce mot signifiait vraiment oui. Notre fille Margaret est née 3 ans plus tard. Quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'ai juré qu'elle grandirait en sachant qu'elle était libre de choisir sa vie, que son corps lui appartiendrait toujours, et que l'amour ne devait jamais faire mal. Aujourd'hui, assise sur ma véranda au Tennessee, je regarde Margaret jouer avec ses propres enfants dans le jardin. Elle a 30 ans, elle est médecin, et elle ne saura jamais ce que c'est que d'avoir peur dans sa propre maison. C'est ma plus grande victoire. Pourquoi vous raconter tout cela? Parce que quelque part, quelqu'un m'écoute et se reconnaît dans cette prison que j'ai connue. Quelqu'un pense qu'il est trop tard, qu'elle est trop faible, qu'il n'y a pas d'issue. Je vous dis, vous vous trompez. J'avais 14 ans quand ma vie s'est brisée, 15 ans quand j'ai décidé de la reconstruire. Vous avez quel âge? Peu importe. La liberté n'a pas d'âge limite, et il n'est jamais trop tard pour commencer à écrire votre propre histoire. Ruby avait raison, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Maintenant, prouvez-le au monde. Et prouvez-le à vous-même.